Son parti, le Parti des peuples africains, traverse une phase d'incertitude diversement commentée. Plusieurs cadres ont choisi de se présenter aux législatives en rupture avec la ligne officielle, une situation qui illustre les tensions et les interrogations plus larges qui traversent aujourd'hui la gauche ivoirienne, surtout que cette semaine, beaucoup de révélations ont été faites par des médias interposés. Je vous propose de voir ce sujet de Pierre Dipomela. On en parle juste après. Un mois après l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui s'est soldée par la victoire du président Alassane Ouattara, le président du PPACI a, au cours d'une rencontre avec les cadres du parti, appelé à continuer à combattre ce qu'il appelle un quatrième mandat anticonstitutionnel, tout en menant des initiatives pour la libération des détenus des troubles électoraux. Quelles sont les chances de réussite d'une telle opération au moment où le mouvement Trocetro et la CAPCI se sont disloqués et le PPACI lui-même affaibli par une division interne due aux ambitions de plusieurs cadres du parti de candidater au scrutin législatif du 27 décembre prochain. Une décision contraire à la ligne du parti. Cette désobéissance a coûté la révocation de vente de cadres du PPACI de leurs fonctions. La gauche ivoirienne peine à construire son unité perdue. Le MGC, le mouvement des générations capables de Simone Ive Gbagbo, et le COGEP, Congrès panafricain des jeunes patriotes de Blé Goudé, se sont engagés dans l'élection législative, tournant ainsi le dos à la radicalité de lutte politique. Pendant que les voix dissonantes s'entrechoquent dans la gauche ivoirienne, le RHDP, le Rassemblement des euphotistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir, prépare en toute quiétude l'investiture du président Alassane Ouattara le 8 décembre prochain. Au regard de cette actualité concernant le PPACI notamment et de façon générale la gauche ivoirienne, comment vous répondez à cette interrogation? La gauche ivoirienne est-elle à la croisée des chemins? Vu le contexte, vous savez, nous sortons des élections présidentielles 2025. Normalement, si la gauche était réunie, était en ordre de bataille, c'est dès maintenant que la bataille 2030 devait commencer. Mais au lieu de cela, on est malheureusement servi par ce que j'appelle des feuilletons dignes de novelas au sein des partis de la gauche. Mais en même temps, ce qui m'interpelle plus dans le discours du président Laurent Gbagbo ce week-end, c'est qu'il dit qu'il faut continuer le combat contre le quatrième mandat. Je m'interroge, on mène le combat contre le quatrième mandat comment? Quand lui-même, à 2 jours de la présidentielle, avait fait une interview, et dans cette interview, moi je pense qu'il n'avait pas la posture d'un combattant dans cette interview-là. Ce qui a dû, au sein même du Front commun, a dû décourager bien d'une personne. Et aujourd'hui, après que tout cela se soit passé, pendant qu'on est dans une actualité législative où finalement, lui-même dans son propre camp, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, il faut que ça interpelle en fait. Ceux qui sont restés avec Laurent Gbagbo dans le PPACI, après le divorce, avec Afi N'Guessan, on pourrait les considérer comme les fidèles des fidèles. Les derniers des fidèles, on les appelle les Gor, Gbagbo ou rien. Et aujourd'hui, pendant qu'on va à ces législatives, parmi ces fidèles des fidèles, on vient trouver encore des infidèles qui seront traités de traîtres, qui eux décident d'aller à ces élections, donc qui ne respectent pas la décision je ne veux pas dire la décision du président Gbagbo, mais la décision du comité central qui était que le parti ne participe pas. Mais cette décision-là est prise pourquoi? Je le dis souvent, c'est la succession, c'est la bataille de l'héritage Gbagbo qui a commencé parce que quand il s'est exprimé à 2 jours de la présidentielle, il a dit qu'après les législatives, il prenait la retraite. Donc dès cet instant, je pense qu'aujourd'hui, pour des cadres qui sont ambitieux au sein de son parti, aussi fidèles qu'ils lui seront, aujourd'hui chacun est en train de penser à son avenir politique. Donc il y en a certainement qui vont rester accaboutés autour de Laurent Gbagbo, se servir de sa voix et de ce qu'il dit pour dire qu'ils sont avec Laurent Gbagbo. Mais il y a un autre groupe qui décide d'aller participer parce que justement, ils veulent être considérés comme cet enfant-là qui sort de la maison, va à la chasse, trouve le gibier et le ramène en famille. Parce qu'ils iront à ces élections, quand ils vont finir, quel que soit ce qui aura été pris comme sanction, quand ils reviendront au sein du PPACI, ils reviendront plus forts et lorsqu'ils iront au Congrès, ils pourront se positionner. Donc c'est l'après-Gbagbo qui est en train de se jouer. Mais pendant que cet après-Gbagbo se joue, on voit un Charles Blé Goudé qui s'est invité dans cette affaire. Si vous voulez, je pourrais revenir là-dessus. Comment Charles
Charles Blé Goudé revient là-dessus, on l'a suivi dans l'interview ici, il n'est plus prêt à se laisser de côté parce qu'il considère le président Laurent Gbagbo comme étant son père. Il considère comme un Don Melo, comme un Afin Guessan, comme une Simone Veil que le président Gbagbo a été pris en otage par un groupe. Étant le fils de Laurent Gbagbo, aujourd'hui Laurent Gbagbo décide de partir à la retraite. Lui aussi, Charles Blé Goudé, il prend part au chapitre et il sort des révélations. Vous voyez que toute la semaine, ça a été que ça, l'actualité. Il fait des révélations là où depuis des années, il avait décidé de ne rien dire. Cette sortie n'est pas anodine. C'est malheureux pour l'opposition qui, depuis la chute du FPI en 2011, n'a jamais pu retrouver le leadership autour de quelqu'un d'autre que de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui est la figure emblématique de la gauche, mais qui depuis a été quand même affaibli par des questions judiciaires, par des questions qui l'opposent au pouvoir, et il n'a pas pu être celui qui devait porter la gauche. Malheureusement, au lieu de passer le relais, là où d'autres ont parlé de plan B, ça n'a pas été. Finalement, le RHDP est resté encore au pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de stratégie claire pour cette opposition. Si elle veut vraiment se retrouver d'ici 2030, il faut que cette gauche-là décide de se retrouver, qu'elle passe les égaux, que Simone Veil, que Charles Blé Goudé, que Awa Don Melo, que Pascal Afin Guessan retrouvent droit au chapitre et qu'ils viennent s'asseoir pour se parler, essayer de trouver un leadership. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui manque à la gauche, un leadership. Comme tout le monde est leader, on ne sait pas qui suivre et finalement, ils vont dans tous les sens et c'est dommage. Éric Mayala? Oui. Réaction? Bon, la question est de savoir est-ce que la gauche ivoirienne est à la croisée des chemins. Moi, je le dis clairement, oui, la gauche ivoirienne est à la croisée des chemins. Parce que pour plusieurs raisons, on a des raisons structurelles, on a des raisons idéologiques et puis on a des raisons organisationnelles. Quand vous regardez la décision du PPACI, par exemple, de ne pas aller aux élections législatives, quand bien même on sait que pour la dernière législature, le groupe parlementaire du PPACI a rapporté un peu plus de 1,5 milliard au PPACI en raison de 75 000 francs chaque 3 mois. Et vous voyez que ce groupe parlementaire-là a mobilisé, dans le cadre du financement des partis politiques, 1,5 milliard pour le PPACI, qui sont donc logés dans les caisses du PPACI. Je suppose que c'est avec cet argent-là que le PPACI arrive à mener ses activités. Maintenant, quand vous décidez de ne plus avoir droit à une représentation à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que vous refusez un visage institutionnel pour mener les luttes dont il parle. Mais en même temps, on se demande, est-ce que ça s'apparente comme un professeur qui, à chaque fois que la semaine avance, ou bien le mois avance, il vient avec un cours sur un nouveau chapitre. De l'appel de Benoît jusqu'à cette initiative pour la libération des prisonniers politiques, bien d'initiatives et d'appels ont été lancés. Mais quel a été le bilan mené par ceux qui ont lancé ces différents appels-là à un moment donné pour savoir, nous avons mené une telle activité, sinon nous avons appelé à avoir une telle attitude, une telle démarche, quel en a été le bilan pour pouvoir nous projeter? Rien de tout cela. Et donc, on a l'impression que nous nous retrouvons dans ce qu'on pourrait appeler un prêchi-prêchationniste qui, à la vérité, ne donne absolument rien du tout. Parce que la posture qui est la sienne, notamment celle du président du PPACI, qui consiste à mener un débat contre le 4e mandat, au cours d'une cérémonie baptisée Initiative pour la libération des prisonniers politiques. Mais il y a vraiment, ça d'un point de vue sens, il y a à s'interroger. Vous voulez mener une initiative pour libérer des prisonniers politiques qui sont détenus, soit par un régime, et en même temps, vous combattez le régime qui est en train de faire, selon vous, un 4e mandat. Mais donc, qui vous écoute? Qui vous entend? Quelles sont les méthodes et non les moyens dont vous disposez pour que cela puisse prospérer? Et je pense qu'il y a un lien direct avec le premier sujet, la posture du politique en Côte d'Ivoire. C'est un peu ça. Parce qu'on fait plus de la préjudication que de faire de la politique. Parce que vous n'avez aucun pouvoir, vous ne disposez de rien, mais la logique aurait voulu qu'on ait vraiment cette posture républicaine. Parce qu'on peut être politique, on peut être opposant, et puis avoir droit au chapitre. Par la pertinence de vos postures et de vos positions et de ce que vous défendez. Mais quand vous êtes dans une posture de combat, depuis 1990 jusqu'à 2025, vous êtes dans une posture de combat, mais finalement vous menez le combat contre qui et pour qui? Or, aujourd'hui, il y a
un conflit générationnel au sein du PPACI. Ceux qui veulent s'affranchir du messianisme et de tout ce qui est situation patrimoniale d'un appareil politique, ceux qui ont fait confiance à une certaine gauche, qui estimaient qu'on peut peut-être faire ses classes au sein d'un parti comme le Front Populaire Ivoirien, comme le PPACI et les autres organisations telles que le COGEP et autres, se retrouvent encartés dans un parti politique, mais ils n'ont pas droit au chapitre. Pendant que l'un, sinon le leader, décide d'aller à la retraite, on veut en même temps étouffer toutes les ambitions de s'exprimer. Quand vous partez à la retraite, c'est quel appareil que vous laissez pour continuer votre combat? Qu'est-ce que vous laissez à la jeune génération? Parce qu'une chose est certaine, après les élections du 27 décembre, si le PPACI officiellement n'a pas de représentation à l'Assemblée nationale, mais comment est-ce qu'il pourrait mener son combat au niveau institutionnel? Puisqu'ils aspirent, selon eux, à faire des contre-propositions pour une autre gouvernance en Côte d'Ivoire. Mais la posture du combat continu risque de la positionner comme étant plutôt un mouvement de contestation que plutôt d'être un parti politique qui repose sur des bases institutionnelles.